Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Samantha Dodard, je suis la responsable du département qualité et droit des usagers à l'ARS Bretagne. Je suis accompagnée pour ce webinaire du CREAI et du CAPS Bretagne. Nous vous remercions d'être si nombreux à vous être inscrits. 293 personnes se sont effectivement inscrites ce jour. Ce webinaire fait suite à ceux que nous avons organisés l'année dernière et nous avons construit le contenu à partir de vos retours. Ce webinaire est le premier d'une série, d'une longue série que nous avons intitulée Les Midi de la qualité. Et à noter deux prochaines dates, donc le 3 juillet et le 22 novembre. Et sur cette dernière date, le 22 novembre, il y aura la présence de la HAS. Je vais laisser la parole à Gaëlle et à Thomas pour la présentation de ce jour. Voilà, alors on va vous partager notre écran. C'est parti. Vous allez pouvoir nous poser tout au long du webinaire vos questions avec le petit bouton questions et réponses que vous trouvez soit en bas, soit en haut sur votre barre de commande Zoom. Et nous essaierons d'y répondre en fin de ce webinaire. Et si nous n'avions pas le temps de répondre à toutes les questions, nous partons sur l'idée de construire une foire aux questions que vous retrouverez sur le site de l'ARS Bretagne. Donc, je suis Gaëlle Lepabic, je suis conseillère technique au CREAI. Thomas Martin, chargé de mission au CAPS Bretagne. Notre webinaire va se dérouler autour de cette thématique de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois penser entre la réception de mon arrêté de programmation et la visite d'évaluation. Nous avons identifié un certain nombre d'étapes qui vont guider notre propos aujourd'hui. Nous vous les faisons défiler à l'écran. Et donc, nous passons tout de suite à la première étape qui concerne « Je cherche un évaluateur ». Alors, autour de cette étape, la première question peut-être à se poser, c'est de se demander si une démarche collective est possible ou pertinente. Alors, dans quel cas elle peut être possible ou pertinente? Parce que je fais partie d'un organisme gestionnaire et que peut-être nous avons intérêt à faire cette recherche et toutes les démarches qui sont associées du côté de l'organisme gestionnaire, mais également sur mon territoire, il y a peut-être des démarches collectives en cours, à l'image par exemple de ce qui a pu se faire dans le cadre du GCSMS Comet dans le Finistère, où 38 établissements se sont regroupés pour déposer un cahier des charges pour cette recherche d'évaluateurs. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès à la liste des organismes évaluateurs accrédités COFRAC, soit via Cineae, soit via le site de la Haute Autorité de Santé. Et nous vous mettrons dans la présentation le lien direct vers le site. Cette liste est présentée par département et par région. Toutefois, bien évidemment, vous pouvez contacter les organismes évaluateurs de toute la France. Il n'y a pas d'impératif de ce côté-là. La seule chose à laquelle vous allez devoir faire attention, c'est de bien respecter le cahier des charges des organismes évaluateurs et notamment le fait que ce ne soit pas un organisme évaluateur qui soit déjà intervenu dans votre établissement ou dans votre service. Autre point de vigilance, au moment de l'évaluation, il faut que cet évaluateur soit toujours bien sur la liste publiée par la Haute Autorité de Santé. Pour dialoguer avec ces organismes et élaborer votre cahier des charges, vous allez avoir besoin de connaître à minima la procédure d'évaluation, le référentiel d'évaluation et le manuel d'évaluation. Sur la présentation, vous pourrez retrouver les liens directs vers ces différents documents. L'élaboration d'un cahier des charges pour une mise en concurrence est largement conseillée. Votre cahier des charges peut s'inspirer du cahier des charges qui s'applique aux organismes évaluateurs,
mais il va également falloir que vous précisiez vos attentes, hein, le profil des personnes accompagnées, les types d'accompagnement que vous proposez et du coup le profil des évaluateurs que vous recherchez. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette étape. Voilà, et je relais, je m'avance un petit peu, excusez-moi, n'hésitez pas à dire si vous nous entendez bien ou pas suffisamment, parce que j'ai pas une voix qui porte. Alors, pour la suite, très rapidement, vous allez être dans la phase de préparation après avoir reçu cette date d'évaluation, ou en tout cas la période d'évaluation, et engagé cette recherche de l'évaluateur. Vous êtes dans cette phase de préparation, vous vous engagez, vous réalisez un rétro-planning de la visite d'évaluation, donc cette période d'évaluation identifiée à ce jour. Et de manière concomitante, vous constituez un copil dans lequel vous allez prendre un temps pour organiser, structurer cette démarche en précisant quelles sont et en définissant les missions du comité de pilotage, en définissant également son fonctionnement, précisant la composition de ce comité de pilotage, mais également le rôle des différents acteurs qui intégreront ce comité de pilotage. Le son est faible, nous dit-on. Alors, le son est très bien. Et le son. Alors, on vous invite peut-être à vérifier vos réglages si toutefois vous nous entendez difficilement, puisqu'apparemment certains nous entendent bien. Donc voilà, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Mais tenez-nous au courant. Alors, une fois que ce comité de pilotage a pu se voir structuré, vous allez planifier également des dates de réunion avec les différents acteurs qui composent ce comité de pilotage et également valider le rétro-planning que vous aurez construit au préalable. Pour faire écho à ce que disait tout à l'heure Gaël, il s'agit aussi de partager avec l'ensemble des acteurs les principes de la démarche d'évaluation et puis également les attendus de l'établissement en regard de cette évaluation, mais également en lien avec l'organisme évaluateur. Donc, dans un second temps, une fois que ce comité de pilotage est constitué, vous allez communiquer, ça c'est un temps très très important dans cette préparation, communiquer en interne et en externe également, donc les partenaires d'établissement, sur votre entrée dans la démarche d'évaluation, mais également sur ses objectifs et ses attendus qui auront été définis en amont, et puis également sur les différents acteurs qui graviteront autour de la démarche, donc voilà, indiquer quelles seront leurs missions et puis leur rôle au cours de la démarche. Et puis également les acteurs qui ne sont pas membres du COPIL et qui sont aussi engagés dans la démarche. Voilà, d'être le plus exhaustif possible dans cette communication en interne et en externe. Et bien entendu, de pouvoir transmettre les dates clés de cette évaluation et toute la préparation. Cette communication, elle peut se faire en format papier, par courriel, site internet, il y a différents moyens en fonction de vos organisations. Et puis, voilà, on est sur une étape qui est très, très importante, cette communication. L'idée, c'est aussi de pouvoir rappeler quelles sont les activités du comité de pilotage. Donc, il s'agit de valider et suivre l'avancement de la démarche. Il s'agit aussi de valider et suivre le planning qui aura été identifié et construit, co-construit, et puis les dates clés, bien sûr. Le suivi aussi des résultats des auto-évaluations qui auront été menées en amont. On va revenir sur ces auto-évaluations tout à l'heure. Également, les groupes de travail qui auront été organisé en lien avec cette évaluation de HS. Donc voilà pour cette partie. On passe ensuite à la troisième étape. Si ça veut bien. Ça y est. La troisième étape, avec votre instance de pilotage, c'est de vous poser effectivement d'abord la question sur où est-ce que vous en êtes en termes de démarche qualité. Avez-vous un plan d'amélioration de la qualité? Si la réponse est non,
eh bien, il va être important de se poser cette question, est-ce que je fais une auto-évaluation selon le nouveau référentiel HAS? Cette auto-évaluation, évidemment, n'est pas obligatoire, elle est toutefois fortement recommandée, a fortiori parce que ça fait partie des critères impératifs de pouvoir évaluer régulièrement la qualité dans l'établissement. Pour faire cette auto-évaluation, sachez que le référentiel d'évaluation est téléchargeable, donc au format PDF, mais aussi au format Excel, ce qui peut être intéressant pour mener votre auto-évaluation avec votre instance de pilotage, et vous aurez les liens avec le support. Vous pouvez aussi avoir un plan d'amélioration de la qualité. Dans ces cas-là, vous pouvez quand même vous poser aussi cette question de quand date ma dernière auto-évaluation. Est-ce que j'en ai fait une? Est-ce que je n'en ai pas fait une? Conforme au nouveau référentiel ou non? Et en fonction du temps qui vous est imparti, du rétro-planning que vous avez travaillé, qui reste devant vous avant la visite des évaluateurs, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je fais une auto-évaluation complète, c'est-à-dire sur l'ensemble des critères, ou est-ce que je me concentre sur une auto-évaluation partielle, c'est-à-dire sur les seuls 18 critères impératifs, qui peut être un choix, le temps de remettre en route une démarche qualité plus complète et plus importante. Quatrième étape, bien sûr, ces auto-évaluations vont vous permettre de mettre à jour ou d'élaborer un plan d'amélioration de la qualité. Selon les délais qui vous sont impartis, vous allez pouvoir vous concentrer sur les critères impératifs ou sur les critères complets. À partir des résultats de votre auto-évaluation, complète ou partielle, vous allez pouvoir construire votre plan d'amélioration de la qualité. Alors, ce n'est pas le sujet du webinaire particulier d'aujourd'hui. Néanmoins, on vous rappelle un peu cette fameuse route d'Hamming qui nous permet de montrer comment fonctionne une démarche qualité. On va essayer de définir nos objectifs d'amélioration, de dire comment on va essayer de les atteindre, donc dire ce que l'on va faire. Ensuite, on va faire ce que l'on a dit, on exécute les actions définies, on vérifie ce que l'on a fait en mesurant les résultats obtenus et on met en place des actions correctives en fonction des résultats que l'on obtient. Et puis, on repasse par un cycle d'auto-évaluation et on poursuit ce chemin d'amélioration continue de la qualité. Je le lance. On partage un petit sondage. Pas juste un. Les aléas du direct. C'est ça. Les aléas du direct, on va reprendre. C'est juste qu'on a un petit sondage à vous partager. Ça a marché en test, c'est quoi? Celui-ci. Un petit peu de patience. On va enchaîner aussi sur la phase de préparation strictement de cette évaluation. Donc, on a fait la 5e étape, je prépare la visite d'évaluation. Donc, dans un premier temps, vous aurez bien entendu échangé avec l'organisme évaluateur et ça conditionnera. Voilà, ça conditionnera bien sûr le contenu de ces différents périmètres ou en tout cas sujets sur lesquels vous allez mener cette organisation. Donc, dans un premier temps, bien sûr, c'est de pouvoir vous organiser en termes de logistique, notamment sur ces petits détails qui permettent
d'avoir une évaluation ou une démarche fluide. Donc, par exemple, ce sont des exemples, c'est pas exhaustif, hein, c'est l'accès au réseau pour les évaluateurs. On sait souvent que les accès à l'informatique et au réseau, ça peut être problématique, surtout quand on vient de l'extérieur. Par exemple aussi sur des trajets multisites, lorsque vous avez une évaluation sur plusieurs sites. Donc, il faut prévoir les trajets, les transports éventuellement, les réservations de salles et tout ce qui est vraiment technique au cours de l'évaluation. Dans un second temps, de manière concomitante, vous avez aussi informé les parties prenantes donc, de l'entrée dans la démarche et aussi informé sur la période d'évaluation. J'en parlais tout à l'heure quand on évoquait le comité de pilotage. Donc, on a vraiment cette communication à l'ensemble des partenaires et des professionnels et usagers de votre établissement ou de votre service. Il s'agit aussi de mobiliser les personnes qui seront rencontrées lors de cette évaluation, donc les personnes aussi, le CVS, les personnes accompagnées et les partenaires éventuellement en fonction de ce qui aura été défini avec l'évaluateur. Il s'agira aussi d'identifier les éléments de preuve que vous aurez à fournir lors de l'évaluation, donc déjà de les identifier, de les préparer, ou d'envisager en tout cas les modalités de fourniture, on va dire, de ces éléments de preuve, que ce soit par informatique ou dossier papier. Et puis également, alors ça c'est également important, puisque vous savez que l'une des méthodes utilisées par les évaluateurs sera l'accompagné traceur, et ces évaluateurs seront amenés à rencontrer des personnes accompagnées dans vos établissements et services. Et donc, il s'agira d'aller rechercher le premier consentement de ces personnes accompagnées pour qu'ils puissent s'engager dans la démarche. Et toujours dans cette phase de préparation, mais là on arrive à quelques jours, à quelques semaines de cette évaluation, c'est de régler les derniers détails. C'est en lien avec l'étape précédente, mais on préconise de réaliser une checklist avec l'ensemble des détails à vérifier pour vous assurer une fluidité lors de cette évaluation, ne pas mettre les personnes en difficulté, que ce soit les professionnels, mais aussi et surtout les personnes accompagnées, notamment sur les accompagnés traceurs. Voilà, que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de difficultés à rencontrer lors de ces évaluations. Donc voilà, on vous partage ces quelques points à checker, à vérifier juste 15 jours environ avant l'évaluation, mais ça peut être beaucoup plus exhaustif, bien sûr, et aussi en fonction de ce que vous aurez convenu avec l'évaluateur. Voilà, que ce soit en copie, effectivement, d'aller vérifier, d'aller vérifier effectivement quelles seront les personnes présentes, les horaires, les modalités, les lieux d'accueil, s'assurer que tout correspond et convient et qu'il n'y aura pas de difficultés particulières. Et puis également de vérifier ces points avec l'organisme évaluateur. Vous aurez de toute façon le support sur le site de la... C'était justement, Thomas, une des questions qui nous était posée. Donc, on y répond en vous indiquant que le support sera disponible sur le site de l'ARS, sur la page évaluation. C'est ça. Et ainsi que sur vos pages respectives. Et bien évidemment, chacun de nos organismes, c'est-à-dire le CAPS Bretagne et le CREAP Bretagne, diffuseront également ce support. Nous avons un tout petit peu d'avance, ce qui est une bonne chose. Ça va nous permettre de répondre à une question qui était importante, qui nous arrive dans les questions-réponses. Combien de temps avant la date d'évaluation doit-on commencer à préparer l'évaluation? Quelle temporalité idéale du rétro-planning? Alors, la première question, combien de temps avant la date d'évaluation doit-on commencer? Eh bien, en fait, la recherche d'un organisme évaluateur doit démarrer très rapidement, y compris en indiquant que c'est pour 2025 ou pour 2026, peu importe, mais lancez-vous dans cette recherche, puisqu'en fait, toute votre préparation ensuite, en tout cas une bonne partie, va dépendre de l'organisme que vous aurez trouvé, des éléments de dialogue que vous allez construire avec lui, des éléments qu'il va
préconisées, du nombre de jours de visite, du nombre d'évaluateurs, des types de rencontres qu'ils souhaitent faire, etc. Donc, dès lors que vous avez votre arrêté de programmation, vous pouvez vous lancer dans la première étape qui est la recherche d'un évaluateur. Et donc là, je vous renvoie à l'ensemble des éléments qu'on nous a indiqués. Ensuite, la temporalité idéale pour un rétro-planning avant la visite, 6 mois, un an. Je dirais que ça dépend aussi de l'organisation. Mais finalement, là aujourd'hui, vous avez vos dates pour les 4 années à venir. L'avantage, c'est de pouvoir très très tôt vous mettre dans la démarche, mais pas seulement autour de cette évaluation. Il y a la question d'auto-évaluation, de pouvoir s'y prendre suffisamment en amont. Je pense que là, vous pouvez vous engager très très vite sans attendre, même si votre évaluation est dans 2 ou 3 ans. Voilà, vos professionnels et les personnes accompagnées seront déjà acculturés entre guillemets à cette démarche et voilà, jamais trop tôt pour démarrer. Alors sur le rétro-planning, lui, effectivement, ça va dépendre de vos organisations, de vos ressources aussi. Peut-être ce sera nécessaire de commencer un peu plus tôt si vous avez moins de ressources en interne, capacité à mobiliser. Ce que nous allons vous proposer dans un second temps, c'est donc un retour d'expérience avec le témoignage d'un établissement qui vient de passer en fait sa visite d'évaluation. Et donc pour cela, nous allons laisser la place à Christine Frioul et je vais arrêter les partages d'écran pour que vous puissiez également voir l'EHPAD de la résidence du Prat. On ne voit pas. Bonjour à tout le monde et bonjour à nos collègues de la résidence du Prat à Pont-l'Abbé. Et merci d'avoir accepté de témoigner sur ce retour d'expérience puisque vous avez déjà passé votre évaluation. Et donc, je vais vous laisser vous présenter aussi pour savoir un petit peu qui est autour de cette table. Et nous commencerons par un jeu de questions-réponses, d'interviews, pour que les différents participants à ce webinaire puissent avoir une idée de la manière dont finalement vous avez procédé pour préparer votre évaluation. Je vous laisse la parole et vous présenter déjà dans un premier temps. Alors, Martine Perron, donc je suis responsable à la résidence du Prat à Pont-l'Abbé. Valérie Yegadin, je suis cadre de santé à la résidence du Prat et arrivée un mois avant la visite. Aurore Bourré, responsable qualité. Marlène Magnier, coordinatrice qualité gestion des risques. Ok, merci. Après cette présentation rapide, donc est-ce que vous pouvez nous situer l'EHPAD et dans quel contexte vous vous situez par regroupement d'autres établissements? Voilà, situez-nous un petit peu votre établissement. Alors, la résidence du Prat, c'est l'EHPAD de l'Hôtel Dieu à Pont-l'Abbé, dans le Finistère. Donc, c'est un établissement ESPIC et on fait partie du groupe de l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Donc, il y a 16 établissements quand même, répartis sur la France, pas seulement en Bretagne. On fait partie aussi du membre de l'Union hospitalière de Cornouailles. Donc, centre hospitalier Quimper, centre hospitalier de Douarnenez, le PSM du Finistère Sud et le pôle de réadaptation de Cornouailles. Oui. Combien de résidents accueillez-vous? Alors, du coup, j'y viens. Donc, au niveau de la résidence du Prat, nous accueillons 130 résidents. D'accord. Okay. Donc, il y a 82 places en EHPAD, dont 14 en unité de vie protégée et 48 places en unité de soins de longue durée, et dont 14 aussi en USLD psychiatrique du sujet âgé. Alors, l'évaluation ne concernait que la partie EHPAD et non pas la partie… Voilà, tout à fait. La certification était en avril 2022 et là, on était donc en avril 2023, c'est l'évaluation de la qualité au niveau de l'EHPAD, des 82 places. D'accord, donc ça réduit un petit peu le nombre de places. Tout ça, c'est pour avoir aussi le volume de votre établissement. Le nombre de personnes, excusez-moi. Alors… Oui, 2 personnes, parce que c'est vrai qu'après, les évaluateurs, ça doit
varier aussi en fonction du nombre de résidents. Exactement, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait quand vous avez reçu l'arrêté concernant la période et la date d'évaluation? Déjà, quand avez-vous reçu l'arrêté? Et du coup, après, comment vous avez déroulé un petit peu votre planning? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, nous, l'arrêté pour la date de l'évaluation, c'était en novembre. Novembre. Ouais, novembre. Novembre. Novembre 2022. Novembre 2022 et pour une évaluation en avril 2023. D'accord. Donc, est-ce que dans les 6 mois. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'immédiateté? Dans l'immédiateté, on a donc composé un COPIL avec le CODIR, les responsables qualité, toute l'équipe de qualité et la responsable de la résidence du Prat. D'accord. Du coup, pour organiser en fait et pour structurer la démarche. D'accord. On avait moins de 6 mois pour organiser toute la démarche. Ouais. Donc, vous étiez sur une temporalité relativement courte. Très courte. Très, très court. Courte. Votre organisme évaluateur, comment l'avez-vous choisi? À quel moment vous l'avez choisi? Du coup, après avoir reçu l'arrêté, comment vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors c'est vrai que comme on dépend d'un groupe, l'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, c'est le siège qui s'est chargé de mettre en concurrence en fait 3 cabinets à partir de la première liste des établissements qui ont été habilités par la Haute Autorité de Santé. Donc il y a eu la sélection. Nous, ça nous a un petit peu, ça nous a un petit peu échappé. Cette recherche-là, et tant mieux, ça a permis de nous concentrer sur la préparation de l'évaluation. Donc, il y a eu la sélection d'un établissement breton et de 2 établissements sur la région parisienne. Et la direction du groupe a eu des échanges par visio avec ces 3 structures pour connaître leur fonctionnement, le profil des évaluateurs et s'attacher aussi aux valeurs qu'ils défendaient. Au sein de leur structure. Et après, ils ont reçu leur devis, ont fait des analyses comparatives et ils ont validé ça en comité de direction. Et il y a eu un accord cadre en fait pour les établissements du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, parce qu'il y a beaucoup d'EHPAD au sein de notre groupe. Voilà. Donc, vous allez tous partir avec le même organisme évaluateur, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Alors, vous avez réalisé avec le COPIL un rétro-planning par rapport à votre projection pour les 6 mois, ou comment vous avez organisé finalement ces 6 mois après ou avant plutôt la démarche d'évaluation de votre établissement? Oui, alors ça correspond globalement la présentation que vous en avez faite tout à l'heure. On a suivi ce programme-là. On a, après la composition du COPIL qui regroupait donc la responsable de l'EHPAD, les infirmières coordinatrices et puis la cellule qualité, on a réalisé l'auto-évaluation donc en novembre, on va dire décembre, janvier, avec l'outil Sinae. Donc toutes les semaines, on se regroupait pour réaliser cette auto-évaluation. Et puis chaque semaine également, donc la responsable de l'EHPAD faisait une restitution aux équipes de tous les thématiques qu'on avait abordées, tous les critères qu'on avait vus avec le manuel lors de l'auto-évaluation. Qu'est-ce qu'on peut en dire autrement sur l'auto-évaluation, Martine? Non, on avait comme on avait impliqué les équipes, comme on leur avait présenté avant la démarche, ouais. C'est vrai que du coup, on les avait impliqués et tous les lundis, en fait, il y avait les professionnels qui nous rejoignaient pour en fait la restitution. D'accord. On va dire à partir du mois de janvier, on a commencé à travailler avec eux sur les méthodes. Donc, on a réalisé des accompagnés traceurs, les audits système avec le CVS, la gouvernance aussi, et puis réalisé des audits,
des formations, notamment avec vous sur les projets d'accompagnement personnalisés. Enfin, voilà. Et puis, alimenter notre plan d'action, dégager des actions d'amélioration suite à l'auto-évaluation. Enfin, voilà, tout ça s'est fait dans une temporalité très, très courte quand même, avec un reporting auprès des équipes, on ne va pas dire, enfin si, quasiment toutes les semaines en fait. Toutes les semaines. Comment les équipes, elles ont, je veux dire, intégré ce rythme-là? C'était pas, est-ce que c'était, voilà. Comment les équipes ont vécu cette période-là? C'était intense. Intense, ouais, j'imagine. Ouais. Voilà. Et comment vous avez mobilisé les familles, les résidents autour de cette démarche-là? On l'a annoncé en CVS, on a présenté en CVS en fait la démarche et on les a sollicités lorsqu'on a fait les accompagnés traceurs. On a sollicité aussi les familles quand on les rencontrait, quand on avait des rendez-vous famille, et on essayait au maximum de sensibiliser l'ensemble des résidents et des familles. D'accord. Je vais revenir un petit peu vers l'organisme évaluateur. Est-ce que vous avez, à partir du moment où l'organisme évaluateur a été choisi, est-ce qu'il y a eu des contacts directs avec vous? Quelles ont été les démarches que vous avez eues entre le choix de l'organisme évaluateur et son arrivée dans votre établissement? Est-ce que vous avez transmis des documents? Comment ça s'est passé? Alors, oui, on a eu des contacts assez simples par mail, en fait, ils demandent en fait de désigner un coordinateur sur l'établissement, donc c'était moi, et puis ils ont eux-mêmes un coordinateur de visite, et puis les échanges se font assez simplement par mail. Donc ils demandent, donc il y a une date de rencontre qui est programmée environ 1 mois et demi avant la visite, où ça permet de se présenter l'établissement. Eux présentent leur cabinet, ils présentent les enjeux de la visite. Et puis, ils demandent aussi, c'est là qu'ils présentent aussi la liste des documents qu'ils souhaitent qu'on leur envoie avant la visite. Voilà, en tout cas, le cabinet avec lequel on a travaillé, ça s'est passé comme ça. Il y avait des documents à produire avant la visite, et après, pendant la visite, on a continué de leur envoyer des documents. Il y a quand même beaucoup de documents, c'est ce sur quoi on voulait insister, beaucoup de documents à fournir. Est-ce que vous êtes souvenir de la liste des documents ou c'est vu le volume, c'est un peu compliqué? Oui, il y en a beaucoup avant à fournir, et puis pendant également. Il faut avoir ça à l'esprit quand même que là, pour le coup, le responsable qualité et sa présence est la bienvenue pendant la visite pour pouvoir répondre vraiment, on ne va pas dire à la minute, mais presque à leur demande, vraiment sur chaque document. Sur toutes les thématiques, tous les critères. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont des temps de consultation documentaire dans leur planning, mais cependant, si on peut leur fournir, et si ça peut leur éviter d'aller chercher dans notre base documentaire, évidemment, c'est plus facilitant pour eux. Je crois qu'on leur a donné environ 130 à 140 documents quand même. Ah oui, quand même. Combien de temps ils sont restés dans votre établissement? 2 jours. 2 jours. À combien d'évaluateurs? 3. 3 évaluateurs. D'accord. Juste une petite précision sur les questions qui nous arrivent au fil de l'eau. Vous avez dit que vous avez réalisé votre auto-évaluation à partir de l'outil Sinae. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment s'est présenté l'outil Sinae? Qu'est-ce que l'outil Sinae? Donc, alors l'outil Sinae reprend assez simplement tous les critères du manuel. C'est comme un tableau Excel en fait. Reprend chaque critère du manuel et vous devez cocher en fait si vous remplissez le critère. Voilà. Alors, vous êtes libre ou pas de transmettre cette auto-évaluation à l'organisme selon votre souhait ou non. Vous devez cocher si vous le remplissez ou pas, et puis mettre un élément de preuve derrière. Donc,
ça vous permet vraiment, nous, ça a été très aidant quand même, parce que ça vous permet d'avoir une photographie de votre établissement au moment T, et puis de pouvoir dégager des actions d'amélioration avant la visite et d'identifier vos points de faiblesse. J'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, les axes sur lesquels vous voulez travailler en priorité. Nous, il n'y a pas eu de grande surprise quand elles nous ont annoncé à la fin de la visite ce sur quoi il fallait qu'on travaille. On l'avait déjà identifié lors de l'auto-évaluation. Donc, c'est quand même très, très aidant de le faire. Globalement, si on avait pu avoir plus de temps et le faire en groupe de travail avec les professionnels, si c'était à refaire, on le ferait de cette façon-là. Bon, le temps, vous l'avez bien compris, nous a manqué. On a eu moins de 6 mois pour le faire, donc on n'a pas pu le faire comme ça, mais si on pouvait le refaire, on créerait des groupes de travail et on le ferait de cette façon-là. D'accord. Est-ce que vous avez repris les critères impératifs en priorité sur SINAE, ou est-ce que vous avez balayé tous les critères standards et impératifs? On les a tous balayés. Balayés. Et vous avez pris le SINAE stricto sensus, les critères où vous les avez explicités compte tenu de certains critères qui peuvent, ou pas d'ailleurs, paraître complexes dans l'explication? On les a tous balayés, nous, en copile. Maintenant, lors du reporting aux équipes, évidemment, les infirmières coordinatrices et l'encadrement ont accès vraiment auprès des professionnels sur les critères impératifs, sur les recommandations, avec les recommandations La recommandation des bonnes pratiques. Ouais. D'accord, donc ça c'est important dans notre échange, c'est qu'en copile, vous avez balayé l'ensemble des critères et auprès des équipes, vous avez repris les critères impératifs. En fait, c'est ça. Si je reprends bien votre réponse. Ok, d'accord. Alors, il m'arrive beaucoup de questions. Alors, une question concernant le temps entre la visite et, enfin, alors, ratio lors de la visite entre prise de connaissance des documents et visite sur le terrain. Mais c'est-à-dire le temps que les évaluateurs ont pris sur la connaissance des documents et la visite proprement dit sur le terrain. Combien de temps ils sont restés sur le terrain pour l'utilisation, pour l'évaluation proprement dite, donc à travers les 3 méthodes, et combien de temps ils ont pris dans l'exploration des documents? Si vous avez une idée à peu près, à la louche, on va dire. Alors, vous voulez dire quand ils étaient sur site, le temps consacré à la consultation documentaire, c'est ça? Oui. On pourrait vous transmettre notre planning. C'est à peu près par évaluateur, je pense qu'il y avait 1h30, 2 heures par jour, à peu près. De consultation de documents? Ouais. Oui, quand même. Ouais. C'est conséquent. Ah oui, c'est conséquent. Et pour nous, c'était une surprise par rapport à la certification dans le sanitaire ce temps-là n'existe plus en fait. Ils sont vraiment 95% de leur temps sur le terrain, les experts visiteurs dans le sanitaire. Donc là, on a été surpris de tout ce temps en fait passé sur la consultation documentaire. Donc il faut vraiment être à jour sur ces procédures et pas que à jour. Il faut vraiment que les professionnels se les approprient, aient connaissance des documents, se les approprient. C'est pas juste mettre une date sur un document et que le document existe. Alors, quand vous dites il faut que les professionnels se les approprient, ça veut dire que les évaluateurs, ils ont aussi interrogé ou questionné les professionnels concernant la connaissance de ces documents? Oui, en fait, lors des différents temps, ils interrogent les professionnels, que ce soit lors des temps d'accompagné traceur, et puis dans les différents temps qui sont identifiés sur les différentes thématiques, en fait, ils croisent un petit peu les échanges, ils font le lien avec tous les documents qui ont été transmis, et du coup reviennent vers nous si jamais il manque des informations, savoir si on a d'autres documents, comment on peut répondre aux critères, et voilà. D'accord.
combien de temps ils sont restés, par exemple, ils arrivaient vers quelle heure le matin, repartaient à quelle heure le soir, enfin, pour avoir une idée du temps passé auprès des équipes et puis des personnes accompagnées aussi. Oui, 9h, 17h. 1 heure de pause. Avec 1 heure de pause. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de visite de nuit. C'est important de le dire parce que ça existe dans le sanitaire. Donc, il n'y a pas de visite de nuit. Par contre, c'est important d'intégrer les professionnels de nuit à un moment donné dans les entretiens professionnels. Ils vont le demander de toute façon, donc c'est bien de l'anticiper quand même. D'accord. Voilà. Il est utile aussi de prévoir des renforts dans les équipes puisque les professionnels sont quand même très sollicités pendant les 3 jours, puisqu'il y a trois évaluateurs qui peuvent mobiliser les professionnels à des temps identiques. Donc, il est important aussi de prévoir des ressources sur le terrain pour pouvoir dégager les professionnels. Oui, il y a la connexion là qui… Oui, c'est chez nous, notre connexion est instable. Mais ça coupe un petit peu, mais c'est pas grave, on va reprendre. Vous nous entendez bien? Oui. Oui. Alors c'est chez nous. Il y a quelque chose qui n'a pas dû bien fonctionner. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre votre explication parce que on vous entendait de très très loin. Pont-l'Abbé, du coup, est devenu quasiment le bout du monde. Je disais qu'il était aussi utile de prévoir des renforts pour les équipes pour pouvoir dégager les professionnels lors des temps d'échange, puisque comme il y a trois évaluateurs, ils peuvent mobiliser sur des thématiques avec des professionnels sur des temps identiques. Donc ça, c'est aussi à anticiper. Ouais. Merci pour cette précision parce que finalement, effectivement, on n'avait pas bien entendu. Donc, vous précisez qu'il est important d'avoir un peu de renfort sur ces jours-là pour dégager les professionnels afin qu'ils soient plus disponibles à certains moments pour répondre aux évaluateurs. Tout à fait. C'est ça. Alors, une petite autre question. Est-ce que vous avez engagé des améliorations avant l'évaluation par l'organisme évaluateur? Vous avez dit que oui, hein, vous aviez déjà engagé, mais est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions? Alors, l'auto-évaluation, comme Marlène précisait, c'est vrai que sur Sinaï, en fait, on a la possibilité de mettre aussi des actions dans une case en fait, qui s'affichait juste en dessous du critère. Et en fait, ça nous a permis de faire ce plan d'action et de travailler sur les échéances avec les pilotes, etc. Donc, ça nous a beaucoup aidé, cette auto-évaluation, à formaliser notre plan d'action. Alors, c'est vous qui avez identifié les actions à mener parce que Sinaï ne vous a pas ne vous a pas communiqué des actions à mener. C'est vous, au regard de l'auto-évaluation, qui vous êtes orienté vers des actions d'amélioration, si je comprends bien. Tout à fait, c'est ça. C'est vrai qu'on peut aussi vraiment s'appuyer sur le référentiel. Hein. On a vraiment plus d'éléments, je pense. Parce que c'est vrai que sur Sinaï, en fait, on retrouve juste les critères. Le manuel permet de venir compléter, en fait, hein, vraiment, et d'ajuster nos actions aussi pour avoir vraiment un plan d'action bien défini. D'accord. On va quasiment terminer notre entretien. Est-ce que vous avez des remarques, des recommandations particulières? Alors, on a noté quelques petites choses. On l'a dit, mais l'importance de réaliser l'auto-évaluation, ça, je pense que c'est assez clair, d'anticiper la préparation. Et je pense qu'on a tout dit, vraiment acculturer les professionnels au manuel de l'évaluation et surtout de bien insister sur les critères impératifs. Et puis, on a révisé les procédures. C'est vrai que nous, on avait une procédure qui était un peu ancienne. Elles nous l'ont signalé. Et voilà, on l'avait pas révisé. On aurait dû la réviser, on l'avait pas fait. Pour autant, il y avait plein d'actions autour de cette thématique-là qui étaient engagées, mais la procédure n'était pas révisée. Donc on a eu cette petite remarque-là. Donc, c'est important sur tous les critères impératifs d'avoir ces procédures qui sont actualisées et connues des professionnels.
Et je me permets de rebondir aussi, on a travaillé aussi également sur un outil, un mémo qualité. Ouais. On a diffusé en fait aux professionnels, ils étaient en attente de ce document. Donc voilà, qui reprenait un peu toutes les thématiques, les procédures vraiment spécifiques à chaque thématique. Et je pense que ça nous a aidé aussi un petit peu pour faire diffuser sur le terrain. C'était pas prévu forcément dans notre entretien, mais le CVS, comment vous avez inclus le CVS dans cette démarche-là? Dans la préparation, hein, encore une fois. On les a invités à une réunion, en fait, à 2 réunions. La première pour leur présenter la démarche, en quoi ça consistait, et la deuxième pour leur proposer de participer à la réalisation de l'audit système, puisqu'il y a une grille qui a été proposée par la FORAP, je crois, de mémoire, et on l'a remplie ensemble. Voilà, on a discuté, c'était un moment d'échange qui était fort sympathique d'ailleurs. C'était l'occasion d'apprendre à nous connaître aussi, puisqu'on avait un nouveau CVS à ce moment-là. Donc, on a rempli cette grille ensemble, et voilà la façon dont on a réussi à les impliquer. Et l'échange a été, avec les évaluateurs, c'est très bien passé. Ça a été relevé d'ailleurs lors de la visite lors de la dernière réunion, je ne trouve plus mes mots. Réunion de synthèse, quoi, à la fin de leur visite. Alors, il y a plusieurs questions qui arrivent. Comment avez-vous retravaillé les questions les questions de Sinae pour le rendre accessible? Est-ce que vous avez retravaillé les critères en question évaluative pour que ce soit accessible aux participants? Là, on s'est aidé des fiches de la FORAP, en fait. D'accord. C'était quand même très, très aidant d'avoir ces fiches-là pour que les professionnels puissent avoir accès plus facilement, en tout cas, aux critères. Plus la petite précision, les fiches de la FORAP, c'est la fédération qui regroupe toutes les structures régionales d'appui au niveau du territoire français. Alors, les professionnels ont-ils su répondre aux questions sur l'évaluation? Dans l'ensemble, oui. Après, sur certaines, il y a eu des absences de réponse ou pas, qui ont demandé aux experts d'aller chercher des informations complémentaires. Et c'était plutôt le côté bienveillant, c'est que quand ils n'avaient pas réussi à avoir les informations qu'ils souhaitaient, ils prenaient des temps sur d'autres sessions qui étaient prévues pour essayer d'aller chercher ces informations qui manquaient. Donc voilà, mais le retour des professionnels était plutôt, ils étaient satisfaits, ils ont trouvé que c'était plutôt bienveillant. D'accord. Ok. Avez-vous eu des soucis de recrutement pour ces 2 jours? Pas que pour ces 2 jours. Donc, on était bien content d'avoir prévu quand même du monde en plus parce que justement, il y avait quand même de l'absentéisme et voilà, ça permettait de pouvoir appréhender les jours de façon un peu plus sereine. Mais un peu. Voilà. C'est aussi la complexité, c'est dans le planning, c'est de libérer les professionnels, ceux qui sont sur les accompagnés traceurs, ceux qui sont sur les groupes, que ce ne soit pas les mêmes. Donc, il y a tout ce travail un petit peu complexe de logistique. Et puis aussi de sélectionner les accompagnés traceurs qui en fonction des résidents qu'on accueille, qui peut être un peu complexe, puisqu'il faut des résidents qui puissent aussi répondre aux questions, pouvoir aussi être mobilisés pendant 45 minutes sans être fatigués. Enfin voilà, ça demandait un petit peu de temps. Ouais, donc ça demande quand même, si j'entends ce que vous dites, hein, entre les accompagnés traceurs, les renforts, l'absentéisme aussi qui fait partie de l'organisation ce jour-là, ça demande un petit temps de coordination quand même, j'imagine, dans ce que vous dites. Oui, tout à fait. Ouais. Donc à anticiper en tous les cas. Ça aussi, dans le rétro-planning, c'est de se dire qu'on a toute cette temporalité à organiser en amont pour être serein les jours de l'évaluation. Tout à fait. Et pour les accompagnés traceurs, il faut aussi les informer, se rapprocher des familles pour les informer. Donc, il y a un travail de communication aussi à faire en amont, donc qu'il faut anticiper.
Juste, ça passe le cadre de la préparation, mais est-ce que vous pouvez donner un petit retour sur les accompagnés traceurs? Les accompagnés traceurs, donc. Ils étaient contents. Oui, ça s'est bien passé. Ils étaient contents d'avoir participé. Voilà. Pour un des accompagnés traceurs qui était en unité protégée, donc les évaluateurs avaient demandé à la présence de la famille. Et donc, ça s'est aussi bien passé. La famille a dit que c'était soutenu les échanges, mais la famille était aussi satisfaite de la qualité de l'échange. Et les évaluateurs aussi, les retours étaient plutôt positifs. Chacun a pu s'exprimer. Donc, dans la planification, il y avait une demi-heure au départ pour présenter les résidents qui étaient retenus comme accompagnés traceurs. Donc, ils ont fait le choix des personnes. On avait eu la liste des 3 personnes qui allaient être vues parmi les résidents en amont. Et donc, on a fait la présentation sur le temps. On avait une demi-heure pour présenter les résidents avec les référents. Du coup, c'était les soignants qui étaient référents au niveau des PAP qui étaient présents pour ce temps-là. Moi, j'y ai assisté aussi. Et après, c'était des temps de 45 minutes avec chaque accompagné traceur. Et donc, les professionnels. Et dans un deuxième temps, 45 minutes avec les professionnels qui gravitaient autour de l'accompagnement. Juste une question, une demande. Est-ce que vous pourriez partager vos mémo-qualités, vos mémo-maisons, en fait? Voilà. Bien sûr. Oui. Voilà. Quelqu'un les réceptionnera et on les partagera avec les participants. Et puis, quel délai pour les pré-rapports et pour faire les remarques si besoin? Alors, ils ont 1 mois pour nous rendre le rapport et nous avons 1 mois pour faire nos remarques également. D'accord. Et globalement, puis après, je vais laisser la parole à mes collègues. Quels sont les résultats? Quels sont globalement vos résultats suite à cette évaluation? Est-ce que vous en êtes satisfait? Comment s'est passée globalement votre évaluation? Bien, ça fait pas mal. Bon, c'est rassurant en tous les cas. Oui. Non, globalement, nous avons rempli à peu près tous les critères sur lesquels... ce sont des notes, hein, c'est noté sur 4 pour ceux qui ont étudié le manuel. Donc, on a à peu près 4 sur 4 partout, sauf les critères auxquels on s'attendait puisqu'on a réalisé notre auto-évaluation. Donc, on a 2 ou 3 critères sur lesquels on doit travailler, où elles nous ont mis 3 sur 4. Je dis elles, parce que c'était une équipe essentiellement de femmes. Et voilà, ce sont des critères sur lesquels nous souhaitions déjà travailler avant qu'elles viennent visiter l'établissement. Donc, ce n'est pas une surprise. Ce sont des axes d'amélioration déjà identifiés. Ce sont des choses qu'on voulait travailler. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc, c'est plutôt positif. De toute façon, la qualité, c'est ça. Hein, c'est une démarche d'amélioration continue. Ça permet vraiment de fédérer les équipes, de les rendre fiers aussi de leurs activités. C'est une démarche qu'on avait pu, nous, observer déjà l'année dernière à l'hôpital, puisqu'on a passé la visite de certification. On a pu l'observer aussi à l'EHPAD. Ça stresse beaucoup les gens sur le moment, mais ça les fédère et ça les rend fiers de leur outil de travail aussi et de ce qu'ils font. Donc globalement, c'est très positif. Je voulais juste revenir sur une petite chose, Madame Prioul, sur la liste des documents, parce qu'il y a Malheureusement, on perd un petit peu la connexion. Nous vous remercions pour votre participation, ce retour d'expérience qui est précieux, je suis sûre, pour tous ceux qui participent à ce webinaire. Nous allons passer sur un peu le temps de questions-réponses. Donc, avec un certain nombre de questions qui ont déjà été traitées, Samantha, est-ce qu'on traite cette question qui est un peu particulière et précise?
Notre établissement possède un EHPAD et un foyer public, est une situation… Oui, alors j'ai vu, j'ai effectivement des questions sur les arrêtés. Ok. Donc concernant les arrêtés, donc c'est des arrêtés annuels. Donc chaque année, on doit publier un nouvel arrêté au 31 décembre et qui va pour les 5 années à venir. Donc au 31, très concret, au 31 décembre 2023, on va publier un arrêté pour tous les établissements du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Et ça, du coup, chaque année, on prendra en compte à l'occasion de cette publication les modifications qui ont pu être apportées sur le présent arrêté et sur lequel on a eu déjà pas mal d'échanges avec les structures. Il y a eu des questions sur un EHPAD qui n'a pas retrouvé effectivement sa date dans l'arrêté de programmation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont bénéficié de la période moratoire et donc qui devaient réaliser leur évaluation entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 ne figuraient pas dans les arrêtés de programmation. Donc, c'est peut-être, si vous êtes dans ce cas-là, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas dans l'arrêté publié. Et si ce n'est pas cette raison, alors je vous invite à vous rapprocher de votre référent établissement au sein de la délégation départementale qui fera le lien avec nous. De manière générale, pour toute question, il y a soit la validité de l'ARS, soit vos référents DD qui sont vos interlocuteurs privilégiés, ou CD évidemment. Merci. Est-ce que vous avez noté d'autres questions, Samantha? Oui, alors il y a une question sur le tarif des coûts d'évaluation. Donc effectivement, vous nous avez fait part on a plusieurs remontées de terrain sur les coûts des évaluations. Aujourd'hui, effectivement, le dispositif et la HAS le rappelle, parce qu'on a nous-mêmes fait ces demandes auprès de la HAS qui accrédite donc, les organismes d'évaluation. Clairement, la HAS dit qu'il n'y a pas d'encadrement de prix à ce stade et que c'est soumis aux règles de libre concurrence. C'est pourquoi on vous invite très fortement à travailler votre cahier des charges, puisque votre cahier des charges vous permet de mettre en concurrence les différents organismes d'évaluation et de fait de voir les différences de tarifs qui peuvent être pratiquées. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. La HAS s'est engagée du coup, sur la base des coûts réels des évaluations, notamment sur cette première année, à diffuser le coût moyen d'une évaluation pratiquée et de le diffuser sur son site internet et évidemment de le transmettre aux autorités de contrôle et de tarification que sont les ARS et les conseils départementaux pour nos structures. Il y a une autre question, oui, où il nous est demandé le lien entre l'évaluation et l'inspection. Donc, ce n'est évidemment pas du tout les mêmes démarches, quand bien même effectivement les mêmes documents qui peuvent être susceptibles d'être demandés dans les deux cas. Il faut savoir qu'effectivement, je pense notamment aux EHPAD qui, dans le cadre de la campagne des inspections contrôles qui sont réalisées comme annoncé par le ministre, aujourd'hui, nous avons évidemment fait extrêmement attention à l'articulation entre les évaluations et l'inspection pour que ceci ne soit pas concomitante. Mais aujourd'hui, c'est deux procédures différentes, mais qui peuvent aussi vous nourrir l'évaluation que vous allez faire pour nourrir évidemment une inspection, et une inspection peut vous aider dans l'amélioration continue de la qualité que vous a présenté l'école. Le CREAI comme le CAPS, pour mettre en place un plan d'action continu de la qualité. Il faut vraiment se nourrir de tous les outils pour pouvoir être dans ce processus d'amélioration continue de la qualité, et ça va bien se passer tant pour l'inspection que pour l'évaluation, si vous êtes concerné. Merci. Je réponds à une question qui nous est arrivée justement sur le processus décisionnel. Est-ce qu'une auto-évaluation est obligatoire? Quel délai entre l'auto-évaluation et la visite d'évaluation elle-même? Alors, notre conseil, c'est de pouvoir faire, et c'est ce que nous vous avons dit dans notre présentation, c'est de pouvoir faire au moins une auto-évaluation partielle avant votre visite d'évaluation. Ça va vous permettre de
ce référentiel, comment ça peut s'organiser, quelles sont les questions posées, quels sont les outils que vous n'avez pas. On vous a indiqué qu'il n'y avait pas de caractère obligatoire à l'auto-évaluation. Le fait de pouvoir être en démarche d'évaluation continue et donc régulièrement d'aller s'interroger à travers des auto-évaluations, ça fait partie des critères impératifs, donc ce sera regardé par les évaluateurs, donc nous vous les conseillons fortement. Maintenant, vous n'allez pas trouver un délai obligatoire entre une auto-évaluation et la visite d'évaluation de l'organisme d'évaluation. Donc, voilà un peu la réponse que vous pouvez vous faire sur cette question. Nous sommes à 31. Est-ce qu'on prend une dernière question? Alors oui, j'ai une question sur le délai, parce qu'effectivement, certains d'entre vous nous ont fait des demandes de délai de report pour les évaluations. Donc, il faut savoir que voilà, on a mis en place une procédure conjointe, quand c'est un établissement de compétences conjointes entre l'ARS et les conseils départementaux, en lien évidemment avec une délégation départementale sur toutes vos demandes. Et donc, normalement, on les étudie au fil de l'eau et la délégation départementale, le conseil départemental, le cas échéant, doit vous faire parvenir la réponse définitive dans un délai normalement très court. Donc, c'est un peu lent, effectivement, dans la mise en œuvre, puisqu'il y avait pas mal de questions qui se posaient, parce qu'il y a une philosophie d'articulation avec les CEPOM, et donc on étudiait bien au cas par cas vos demandes. Mais normalement, dont je vous parle, on a étudié les demandes de report qui ont été formulées et vous devriez avoir une réponse qui vous a été accordée soit par la délégation départementale, soit par le conseil départemental. Bien, eh bien, nous vous remercions pour votre présence nombreuse. Oui, peut-être dire, il y a eu beaucoup de questions. Simplement, on aura d'autres webinaires qui pourront répondre à vos questions, notamment sur la méthode de l'accompagné traceur, mais il y a d'autres sujets aussi sur Sinae, et pas que. Et puis, on va avoir une foire aux questions, voilà. Qui sera partagé. Donc voilà, on est arrivé au bout du chrono. On ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions qui ont été nombreuses. Simplement. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à ce premier webinaire qui, comme je vous le disais en introduction, est le début d'une longue série. Évidemment, on adaptera le contenu des webinaires à vos retours, à vos besoins, de façon à ce qu'ils soient plus près de vos attentes. Rendez-vous le 3 juillet prochain pour le prochain webinaire avec la même équipe. Merci au CREAI et merci au CAPS pour l'organisation de ce webinaire et j'espère vous avoir nombreux le 3 juillet prochain. Merci encore. Merci. Merci. Au revoir.